L'enfant d'éléphant. Imagine-toi qu'au temps jadis, l'éléphant, ô mieux aimé, n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noirot, courteau, gros comme une botte qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec. Or, il y avait un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Cela veut dire qu'il posait toujours un tas de questions. Et il demeurait en Afrique, et il remplissait toute l'Afrique de ses insatiables curiosités. Il demanda à sa grande tante, l'autruche, pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça. Et sa grande tante, l'autruche, le cogna de sa dure patte. Il demanda à son gros-oncle, l'hippopotame, pourquoi il avait les yeux rouges. Et son gros-oncle, l'hippopotame, le cogna de son gros pied. Il demanda à sa maigre tante, la girafe, pourquoi elle avait la peau tachetée, et sa maigre tante, la girafe, le cogna de son dur sabot. Et il demanda à son oncle poilu, le babouin, pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu, le babouin, le cogna du revers de sa main poilue. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait et touchait. Et tous ses oncles et tantes le cognaient, ce qui ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant fit une belle question qu'il n'avait jamais faite encore. Il demanda « Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner ?» Là-dessus, tout le monde lui dit « Chut !» à haute et terrible voix, et on se mit à le cogner sans perdre une minute ni s'arrêter pendant longtemps. Un peu plus tard, quand ce fut fini, il tomba sur l'oiseau Colo-Colo, perché dans un buisson d'épines, et il dit « Mon père m'a cogné, et ma mère m'a cogné. Tous mes oncles et mes tantes m'ont cogné de même pour mon insatiable curiosité. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner. » Alors l'oiseau Colo-Colo dit, avec un cri lamentable, « Va sur les rives du grand fleuve Limpopo. Il est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Cherche là. » Dès le matin suivant, comme il ne restait plus rien des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant prit 100 livres de bananes de la petite espèce courte et rouge, 100 livres de canne à sucre de la longue espèce violette et 17 melons de l'espèce verte craquelée, et dit à tous les siens « Au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile, gris vert, et tout bordé d'arbres à fièvre, pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. » Et tous le cognèrent en chœur, une fois de plus, pour lui porter chance, bien qu'il les priât le plus poliment du monde de n'en rien faire. Puis, il s'en alla, un peu congestionné, mais pas étonné du tout en mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. La première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher. « Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais n'auriez-vous rien vu qui ressemble à un crocodile dans ces parages circonvoisins ?» « Si, j'ai vu un crocodile, s'écria le serpent python bicolore de rocher d'un ton de mépris écrasant. Qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela ? Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais auriez-vous la bonté de me dire ce qu'il mange pour dîner ? Là-dessus, le serpent python bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et cogna l'enfant d'éléphant de son écailleuse et fouettante queue. C'est drôle, dit l'enfant d'éléphant, car mon père et ma mère, ainsi que mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante, la girafe, et de mon autre oncle, le babouin, m'ont cogné tous pour mon insatiable curiosité, et je pense qu'ici c'est la même chose. De sorte qu'il prit congé, avec la plus grande politesse, du serpent python bicolore de rocher, après l'avoir aidé à se reboudiner autour de son rocher. Puis continua un peu congestionné, mais pas étonné du tout, mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser, jusqu'à ce qu'il posât le pied sur ce qu'il prit pour une souche au bord même du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Mais c'était bel et bien le crocodile, ô mieux aimé, et le crocodile cligna d'un œil comme ceci.
Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans ces parages circonvoisins? Là-dessus, le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue hors de la vase. Et l'enfant d'éléphant se recula avec la plus grande politesse, car il n'avait pas envie d'être cogné de nouveau. « Viens ça, petit, dit le crocodile. Pourquoi poses-tu ces questions-là? » Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais mon père m'a cogné, ma mère m'a cogné, sans parler de ma grand-tante l'autruche, de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe qui rue si fort, ni de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent python bicolore de rocher qui cogne plus fort que tout le monde. C'est pourquoi, si cela ne vous fait rien, j'aimerais mieux ne plus être cogné aujourd'hui. « Viens ça, petit, dit le crocodile, car le crocodile, c'est moi. » Et il versa des larmes de crocodile pour montrer qu'il disait vrai. Alors l'enfant d'éléphant en eut l'haleine coupée, et tout soufflant, s'agenouilla sur la berge et dit « Vous êtes la personne même que je cherche depuis de si longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner ?»« Viens ça, petit, dit le crocodile, je vais te le dire à l'oreille. » Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile, et le crocodile le happa par son petit bout de nez, lequel, jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une botte. « Je crois, dit le crocodile, il dit cela entre ses dents, je crois qu'aujourd'hui, je commencerai par de l'enfant d'éléphant. » À ces mots, ô mieux aimé, l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé, et il dit en parlant du nez comme ceci. « Laissez-moi aller, vous faites mal. » Alors le serpent python bicolore de rocher descendit la berge de dardard et dit « Mon jeune ami, si vous ne tirez pas dès maintenant sur le champ aussi fort que vous pouvez, j'ai grand peur que ce vieil ulster de cuir à grands carreaux vous précipite en ce courant limpide en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. » Alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira encore, tant et si bien que son nez commença de s'allonger. Et le crocodile s'aplatit dans l'eau qu'à grands coups de queue il fouettait comme de la crème, et lui aussi tira. Puis l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser, et il dit, en parlant du nez, ce nez qui avait maintenant près de 5 pieds de long, « C'est drôle, je n'ai bien plus. » Alors le serpent python bicolore de rocher descendit sur la berge et se noua en 2 demi-clés autour des jambes de derrière de l'enfant d'éléphant et dit « Voyageur téméraire et dépourvu d'expérience, nous allons maintenant donner pour de bon un peu de haute pression parce que, autrement, j'ai dans l'idée que ce cuirassé à hélice et pont blindé que voilà va compromettre irréparablement votre brillant avenir. » Alors il tira, et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira. Mais l'enfant d'éléphant et le serpent python bicolore de rocher tirèrent le plus fort. Et, à la fin, le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop qu'on entendit du haut en bas du fleuve Limpopo. Alors l'enfant d'éléphant s'assit raide et dur. Mais il commença par dire merci au serpent python bicolore de rocher, et fut gentil ensuite pour son pauvre nez, qu'il enveloppa tout du long d'une compresse de feuilles de bananier fraîches et laissa pendre au frais dans le grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile et gris vert. « Pourquoi faites-vous ça » dit le serpent python bicolore de rocher. « Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez est vilainement déformé et j'attends qu'il reprenne son galbe. » Alors tu attendras longtemps, dit le serpent python bicolore de rocher. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. L'enfant d'éléphant resta là 3 jours assis, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas, et même il le faisait loucher. Car, ô mieux aimé, tu as saisi et compris que le crocodile, à force de tirer, en avait fait bel et bien une trompe, telle que tous les éléphants portent aujourd'hui. Vers la fin du 3e jour, une mouche vint qui le piqua sur l'épaule. Et avant de savoir ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua cette mouche. « Avantage numéro 1, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Essaye de manger un peu maintenant. »
Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha un gros paquet d'herbes, en épousseta les racines contre ses jambes de devant et se le tassa dans la bouche. Avantage numéro 2, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici? C'est vrai, dit l'enfant d'éléphant. Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo et se l'appliqua sur la tête, où ça lui fit une belle casquette fraîche qui lui dégoulinait derrière les oreilles. Avantage numéro 3, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez. Maintenant, si on te cognait, qu'est-ce que tu dirais? Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais cela ne me plairait pas du tout. Qu'est-ce que ça te dirait de cogner quelqu'un, dit le serpent python bicolore de rocher. Ma foi, cela me plairait assez, dit l'enfant d'éléphant. Eh bien, dit le serpent python bicolore de rocher, tu trouveras ce nouveau nez que tu as là fort utile pour cogner les gens. Merci, dit l'enfant d'éléphant, je m'en souviendrai. C'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui à travers l'Afrique en jouant et folâtrant avec sa trompe. Par un soir tout noir, il rejoignit son excellente famille et sa trompe roulée. Il dit « Comment vous portez-vous » Ils furent très contents de le revoir et immédiatement répondirent « Viens ici qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité. » dit l'enfant d'éléphant, « Je crois, mes braves gens, que vous n'y connaissez rien pour la chose de cogner. Quant à moi, c'est différent. Vous allez voir. » Alors il déroula sa trompe et jeta 2 de ses parents cul par-dessus tête. « Oh, sac à banane, dirent-ils, où as-tu appris ce coup-là? Et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ?» Le crocodile qui demeure sur les berges du grand fleuve Limpopo, lequel est comme de l'huile et gris vert, m'en a fait cadeau d'un œuf, dit l'enfant d'éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il avait pour dîner et il m'a donné ça comme souvenir. C'est vilain, dit son oncle poilu le babouin. Peut-être, dit l'enfant d'éléphant, mais pourtant c'est commode. Et saisissant son oncle poilu le babouin par une jambe, il le déposa dans un nid d'abeilles. Alors ce méchant enfant d'éléphant se mit à cogner toute son excellente famille, tant et plus, au point qu'ils finirent par avoir très chaud et à se sentir fort étonnés. Il arracha à sa grande tante l'autruche les plumes de sa queue, il prit son autre tante la girafe par une jambe de derrière et la traîna par un buisson d'épines. Il fit des peurs à son oncle l'hippopotame en lui soufflant des bulles dans l'oreille pendant qu'il faisait la sieste dans l'eau. Mais il ne laissa personne toucher à l'oiseau colo-colo. À la fin, cela chauffa tellement que toute sa chère famille partit à la queue leu-leu vers les berges du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre, pour faire au crocodile l'emprunt de nouveau-nés. Quand ils revinrent, personne ne cogna plus personne. Et c'est depuis ce jour-là, mieux aimé, que tous les éléphants que tu verras, sans parler de tous ceux que tu ne verras pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. La baleine et son gosier. Il y avait une fois, ô ma mieux-aimée, il y avait dans la mer une baleine et qui mangeait les poissons. Elle mangeait le mulet et le carlet, le merlan et le poisson volant, le turbo et le maquereau, l'anguille, sa fille et toute sa famille, qu'à la queue en vrille. Tous les poissons qu'elle pouvait attraper dans toute la mer, elle les mangeait avec sa bouche, comme ça. Jusqu'à ce qu'enfin, il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson plein d'astuces. Et il se tenait en nageant juste derrière l'oreille droite de la baleine, crainte de malentendu.
Alors la baleine se dressa debout sur sa queue et dit « J'ai faim ». Et le petit poisson plein d'astuces dit d'une petite voix pleine d'astuces également « Noble et généreux cétacé, as-tu jamais goûté de l'homme ?»« Non, dit la baleine, à quoi ça ressemble ?»« C'est bon, dit le petit poisson plein d'astuces, bon, mais des arêtes. »« Alors cherchement, dit la baleine. Et elle fit écumer la mer en la fouettant de sa queue. C'est assez d'un pour commencer, dit le petit poisson plein d'astuces. Si tu nages jusqu'à 50 000 de latitude nord et 40 000 de longitude ouest, ça c'est de la magie, tu trouveras sur un radeau au milieu de l'eau, avec rien sur le dos, rien qu'une paire de culottes en droguet bleu et des bretelles. Faut pas oublier les bretelles, mieux aimées. Et son couteau de matelot, tu trouveras un automnier naufragé, lequel, il est juste de t'en prévenir, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Sur quoi la baleine s'en fut, nageant nageras-tu jusqu'au numéro 50 de latitude nord et 40 de longitude ouest, et là, sur un radeau, au milieu de l'eau, sans rien sur le dos qu'une paire de culottes en droguet bleu, une paire de bretelles, faut surtout pas oublier les bretelles mieux aimées, et son couteau de matelot, elle trouva un automnier naufragé, tout solitaire et tout esselé, qui se tortillait les doigts de pied dans l'eau salée. Sa maman lui avait permis de faire ça, sans quoi jamais il n'aurait osé, rapport que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors la baleine ouvrit la bouche grande, 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 comme si elle allait se fendre jusqu'à la queue, et elle avala le notonnier naufragé avec son radeau, sa culotte de droguet bleu, ses bretelles, n'oublie pas, et son couteau de matelot. Elle serra tout bien au chaud dans les placards tout noirs de son petit intérieur, et puis elle fit claquer sa langue comme ça, et tourna 3 fois sur sa queue. Mais aussitôt que le notonnier, lequel était un homme d'infinies ressources et sagacité, se trouva pour de bon au chaud dans le fin fond des placards tout noirs du ventre de la baleine, il se mit à danser et valser, à frapper et taper, à rogner et cogner, à tordre et à mordre, à bondir et mugir, à ramper et saper, à moudre et découdre, à choir et s'asseoir, à gueuler et piler, à exécuter des gigues aux endroits qu'il ne fallait pas, si bien que la baleine ne se sentit pas du tout heureuse. Pas oublier les bretelles. De sorte qu'elle dit au poisson plein d'astuces, « Cet homme a beaucoup d'arêtes. En outre, il me donne le hoquet. Que faut-il faire ?»« Dis-lui de sortir, dit le poisson plein d'astuces. » Là-dessus, la baleine cria dans son propre gosier au notonnier naufragé, « Sortez et tâchez de vous tenir, j'ai le hoquet. » Point, point, dit le notonnier, pas comme ça, mais bien au contraire. Ramène-moi à ma rive natale et aux blanches falaises d'Albion, et puis on verra. Et il se remit à danser pire que jamais. Il vaut mieux le ramener chez lui, dit le poisson plein d'astuces à la baleine. J'aurais dû vous avertir que c'est un homme d'infinies ressources et sagacité. Donc la baleine s'en fut, nageant nageras-tu, si vite qu'elle put, des nageoires et de la queue, malgré son hoquet. Et enfin elle aperçut la rive natale du notonnier et les blanches falaises d'Albion, et elle s'échoua, la moitié du corps sur la grève, ouvrit la bouche grande, 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 et dit « Tout le monde descend pour Winchester, Ashuelot, Nashua, Keene et toutes les stations de la ligne de Fichtburg. » Et juste comme elle disait Ficht, le notonnier sortit. Or, tandis que la baleine nageait, le notonnier, car c'était en vérité une personne d'infinies ressources et sagacité, avait pris son couteau de matelot et taillé le radeau en forme de petit grillage carré en bout de bois croisé, et il l'avait attaché avec ses bretelles. Maintenant, tu sais pourquoi il fallait se rappeler les bretelles. Et il avait traîné ce grillage en travers du gosier de la baleine, où il resta fiché. Ce n'était pas une chose à faire, mais ce notonnier était aussi un hibernien d'Hibernie. Il sortit ensuite, les mains dans les poches, sur les galets et s'en retourna chez sa mère, qui lui avait donné la permission de tortiller ses doigts de pied dans l'eau salée, et il se maria et eut beaucoup d'enfants. La baleine aussi.
Mais depuis ce jour-là, le grillage qu'elle avait dans le gosier et qu'elle n'a jamais pu faire sortir en toussant, ni descendre en avalant, l'empêche de rien manger que des petits, tout petits poissons. Et c'est la raison pour laquelle les baleines d'aujourd'hui ne mangent jamais d'hommes, de garçons, ni de petites filles. Le petit poisson plein d'astuces alla se cacher dans la vase sous le pas des portes de l'équateur. Il avait peur que la baleine fût fâchée contre lui. Le marin rapporta son couteau à la maison. Il avait la culotte de drogué bleue en mettant le pied sur les galets de la grève, les mains dans ses poches. Les bretelles, il les avait laissées, vois-tu, pour attacher le grillage avec. Et c'est la fin de cette histoire-là. Le léopard et ses taches. Il faut que tu saches, mieux aimé, qu'au jour où tout commençait, le léopard habitait un pays nommé le Haut-Velt. Se rappeler que ce n'était pas le Bas-Velt, ni le Velt de la brousse, ni le Velt des lacs amers, mais bien le Haut-Velt tout nu, brûlant et brillant, rien qu'en sable, en rochers couleur de sable et en touffes d'herbes jaunâtres et sablonneuses, c'est tout. Là vivaient la girafe et le zèbre, l'élan et le koudou, avec le hartebeest, et ils étaient tous jaune-brun et sablonneux de la tête aux pieds. Mais le léopard, c'était le plus exclusivement jaune-brun et sablonneux de tous, comme qui dirait une espèce de gros chat gris et jaune, et à un poil près, il ne se distinguait pas de la couleur jaunâtre, grisâtre et brunâtre du Haut-Velt. Ce qui était contrariant pour la girafe, le zèbre et les autres, car ils se tapissaient contre touffes ou cailloux exclusivement rouge, brun, gris, jaune. Et quand passait la girafe ou le zèbre ou l'élan ou le koudou ou le bushbook ou le bontebook, il les surprenait soudain si fort qu'ils ne s'en remettaient pas. Parole. Et de même, il y avait un Éthiopien avec un arc et des flèches, exclusivement gris-brun-jaune de bonhomme, qui vivait sur le Haut-Velt avec le léopard. Et ils chassaient ensemble, l'Éthiopien avec ses flèches, le léopard avec ses griffes et ses dents, à tel point que girafe, élan, koudou, quagga et le reste ne savaient plus sur quel pied sauter, mieux aimé. Parole. Après très longtemps, les bêtes vivaient indéfiniment dans ces jours-là, ils apprirent à éviter tout ce qui ressemblait à un léopard ou un Éthiopien, et peu à peu, la girafe d'abord, ils s'en allèrent du Haut-Velt. Ils cheminèrent des jours et des jours avant d'arriver à une grande forêt exclusivement remplie d'arbres, de buissons et tachetée, rayée, bigarrée d'ombre.
Ils s'y cachèrent, et après un autre long temps, à force de se tenir moitié dans l'ombre et moitié pas, et sous l'ombrage dansant, glissant et cabriolant des arbres, voilà que la girafe devint tachetée, et le zèbre rayé, et l'élan et le coudou plus foncé, avec des petites lignes grises ondulées sur le dos. De sorte que si on pouvait les entendre et les sentir, les voir, c'était beaucoup moins facile, à moins de savoir au juste où regarder. Ils étaient très contents, parmi les ombres bariolées de la forêt, tandis que le léopard et l'Éthiopien couraient les plateaux gris-brun-jaune du Haut-Veld en se demandant où étaient passés leur dîner, leur déjeuner et leur goûter. Bientôt, ils eurent si faim qu'ils mangèrent des rats, des cafards et des lapins de rocher, ce léopard et cet Éthiopien, et alors ils eurent le gros mal au ventre, tous deux à la fois. Et enfin, ils rencontrèrent Baviaan, le babouin aboyeur à tête de chien, qui est tout à fait le plus sage animal de toute l'Afrique du Sud. Léopard dit à Baviaan, il faisait très chaud, « Où est parti le gibier ?» Baviaan cligna de l'œil. Ça, il savait. L'Éthiopien dit à Baviaan, « Pourriez-vous m'indiquer le présent habitat de la faune aborigène ?» Baviaan cligna de l'œil. Ça, il savait. Alors Baviaan dit, « Le gibier est ailleurs. Tu peux le trouver. Tâche. » Mon avis, léopard, c'est une question de tâche. Et l'Éthiopien dit, tout ça c'est très joli, mais je désire connaître où a émigré la faune aborigène. Alors Baviaan dit, la faune aborigène a rejoint la flore aborigène parce qu'il n'était que temps pour elle de changer. Mon avis, Éthiopien, change au plus tôt. Ce discours embarrassa le léopard et l'Éthiopien. Mais ils partirent à la recherche de la flore aborigène et voici qu'après bien des jours, ils virent une grande, haute et vaste forêt pleine de troncs d'arbres et exclusivement hachés, tachés, tachetés, marqués, sabrés, barrés et bigarrés d'ombre. Redites ça tout haut et vite, et vous verrez ce qu'il devait y avoir d'ombre dans la forêt. Qu'est-ce ceci dit le léopard. Il fait noir et c'est pourtant tout plein de petits morceaux de lumière. Je ne sais pas, dit l'Éthiopien, mais ça doit être la flore aborigène. Je sens la girafe, j'entends la girafe, mais je ne peux pas la voir. Ça, c'est curieux, dit le léopard. Sans doute parce que nous sortons du grand soleil. Je sens le zèbre, j'entends le zèbre, mais je ne peux pas le voir. Attends un peu, dit l'Éthiopien. Il y a longtemps que nous les avons chassés. Peut-être avons-nous oublié à quoi ils ressemblent. Et ta sœur, dit le léopard. Je me rappelle très bien comme ils étaient sur le Haut-Veld, surtout quant à leur os à moelle. La girafe a 17 pieds de haut et sa robe est exclusivement d'un riche jaune d'or de la tête aux pieds. Et le zèbre a 4 pieds et demi de haut et la robe gris-beige de la tête aux pieds. Oui, dit l'Éthiopien en plongeant l'œil parmi les ombres bariolées de la forêt des fleurs aborigènes. Dans ce cas, il devrait ressortir sur tout ce noir, comme des bananes mûres dans un four. Mais ce n'était pas ça du tout. Le léopard et l'Éthiopien chassèrent toute la journée, et malgré qu'ils pouvaient les entendre et les sentir, les voir, ils ne pouvaient pas. Pour l'amour du ciel, dit le léopard vers l'heure du thé, attendons qu'il fasse nuit. C'est un scandale que cette chasse en plein jour. Ils attendirent donc la nuit, et alors le léopard entendit quelque chose qui soufflait dans le clair des étoiles, que rayaient d'ombre les branches, et il sauta sur le bruit. Cela sentait comme zèbre, cela remuait comme zèbre, mais il ne pouvait pas le voir. De sorte qu'il dit, « Ne bouge pas, ô individu sans couleur ni forme, je vais rester assis sur ton cou jusqu'à l'aube, parce qu'il y a quelque chose en toi que je ne comprends pas. » Tout à coup, grognement, choc, bruit d'échauffourée, et l'Éthiopien cria, « J'ai attrapé une chose que je ne peux pas voir. Cela sent comme girafe et cela rue comme girafe, mais cela n'a aucune forme du tout. » « Méfie-toi, dit le léopard, reste assis sur son cou jusqu'à l'aube, fais comme moi, rien ne semble avoir de forme par ici. » À l'aube claire, le léopard dit, « Qu'as-tu à ton bout de table, frère ?» L'Éthiopien se gratta la tête et dit, « Ça devrait être exclusivement d'un riche jaune d'or, jaune de la tête aux pieds, et ça devrait être une girafe, mais c'est tout couvert d'empreintes marron. Et toi, qu'as-tu à ton bout de table, frère ?» Le léopard se gratta la tête et dit,
Ça devrait être exclusivement d'un fauve tirant sur le gris-perle et ça devrait être un zèbre, mais c'est tout couvert de bandes noires et rouges. Que diable t'es-tu amusé à te faire, zèbre? Ne sais-tu pas que sur le Haut-Velt, je te verrai à 10 000? Tu n'as pas de forme. Oui, dit le zèbre, mais ici, ce n'est pas le Haut-Velt, n'y voyez-vous pas? Si, à présent, mais depuis hier, je n'y vois goutte. Comment ça se fait-il? Laissez-nous nous lever, dit Zèbre, et nous vous montrerons. Ils laissèrent le zèbre et la girafe se lever, et Zèbre se dirigea vers des buissons nains où le soleil jetait les ombres hachées, et Girafe vers des arbres assez hauts où la lumière tombait en taches. Attention, maintenant, dirent le zèbre et la girafe. Voilà comment c'est fait. 1, 2, 3. Où est-ce qu'est votre déjeuner? Léopard écarquilla les yeux et l'Éthiopien de même, mais sans rien voir de plus que des ombres rayées et des ombres tachetées dans le sous-bois, mais pas trace de zèbre ni de girafe. Il s'en était allé, tout bonnement, se cacher parmi les ombres de la forêt. Hé, dit l'Éthiopien, voilà un tour qui en vaut la peine. Profites-en, Léopard. Tu ressors sur ce fond sombre comme un savon blanc dans un seau à charbon. Oh, 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 dit le Léopard. Cela t'étonnerait-il beaucoup de savoir que tu as l'air sur ce fond noir d'un synapisme sur un ramoneur? Ça n'avancera pas le dîner de se donner des vilains noms, dit l'Éthiopien. Le fin de la chose, c'est que nous ne sommes pas assortis à nos fonds de tableau. Je vais suivre le conseil de Baviane. Il m'a dit de changer, et comme je n'ai rien sur moi que je puisse changer, excepté ma peau, je vais changer ça. En quelle couleur? Dit le Léopard, prodigieusement intéressé. Un petit brun foncé, garanti à l'usage avec un peu de violet et du bleu ardoise aux bons endroits, tout ce qu'il faut pour se cacher dans les creux et derrière les arbres. Là-dessus, il changea de peau en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et le Léopard devint plus intéressé que jamais, car il n'avait jamais vu un homme changer de peau auparavant. « Et moi, dit-il, quand l'Éthiopien eut introduit son dernier petit doigt dans sa belle peau neuve toute noire, « suis aussi l'avis de Baviane, il t'a parlé de taches. »« Oui, mais j'ai pas compris. »« Il voulait dire des taches sur ta peau, dit l'Éthiopien. »« À quoi ça sert, dit le Léopard. »« Pense à Girafe, dit l'Éthiopien. » Ou si tu aimes mieux les rayures, pense à Zèbre. Ils sont très contents, eux, de leurs raies et de leurs taches. Dit le Léopard, je ne voudrais pas ressembler à Zèbre pour rien au monde. Eh bien, décide-toi, dit l'Éthiopien, parce que ça me déplairait de chasser sans toi. Mais il le faudra, si tu persistes à ressembler à un tournesol contre une palissade au coltard. Va pour des taches, dit le Léopard, mais pas trop grandes. C'est commun. Je ne voudrais pas ressembler à Girafe pour rien au monde. Je vais te les faire du bout des doigts, dit l'Éthiopien. Il reste assez de noir sur ma peau pour cela. Amène-toi. Alors, l'Éthiopien mit ses 5 doigts ensemble et il en appuya les bouts partout sur le Léopard. Et chaque fois que les 5 doigts appuyaient, il laissait 5 petites marques noires tout près les unes des autres. On peut les voir sur la peau de n'importe quel léopard mieux aimé. Quelquefois, les doigts glissaient et les marques se brouillaient, mais les 5 taches y sont toujours sur tous les léopards. « Oh, qu'il est beau !» dit l'Éthiopien. « Maintenant, tu peux t'étendre sur le sol nu et te faire prendre pour un tas de pierrailles. Tu peux te vautrer sur les rochers nus et on dirait un bloc de glaise à cailloux. Tu peux t'allonger le long d'une branche feuillue et paraître comme du soleil qui filtre parmi les feuilles. Et tu peux te coucher en plein travers d'un chemin et ressembler à rien du tout. Pense à ça et fais ronron. Mais si je suis toutes ces choses, pourquoi ne t'es-tu pas habillé en tache aussi ? » « Oh, tout noir, c'est mieux pour un nègre, dit l'Éthiopien. Maintenant, en route, et voyons voir à reprendre la partie avec monsieur 1, 2, 3. Où est-ce qu'est mon déjeuner? Puis ils s'en allèrent et vécurent heureux ensuite, mieux aimés, pour toujours. Voilà tout. La complainte du petit père kangourou. Non, point toujours ne fut le kangourou tel qu'on le voit aujourd'hui, car c'était une toute autre bête, à 4 courtes pattes. Il était gris, laineux et d'orgueil immodéré. Il dansait sur une crête au milieu de l'Australie,
Et il alla trouver le petit dieu Nkwa. Il alla trouver Nkwa à 6 heures de relevé, disant « Fais-moi différent de toutes les autres bêtes avant 5 heures de l'après-midi. » Nkwa sauta en l'air, d'assis qu'il était sur un plateau de sable, et cria « Va-t'en !» Toujours gris, laineux et d'orgueil immodéré, Kangourou dansait sur un rebord de rocher au milieu de l'Australie, puis alla trouver le moyen dieu Nkwing. Il alla trouver Nkwing à 8 heures de relevé, disant « Fais-moi différent de toutes les autres bêtes, et très populaire aussi par-dessus le marché, avant 5 heures de l'après-midi. » Nkwing sauta en l'air de coucher qu'il était dans son trou parmi les spinifex et cria « Va-t'en !» Toujours gris, laineux et d'orgueil immodéré, Kangourou dansait sur une dune au milieu de l'Australie, puis alla trouver le grand dieu Nkwong. Il alla trouver Nkwong à 10 heures de relevé et lui dit « Fais-moi différent de toutes les autres bêtes, rends-moi populaire et très couru avant 5 heures de l'après-midi. » Nkwong sauta en l'air, de coucher qu'il était dans son bain du marais salant, et cria « Je m'en charge !» Nkwong est là Dingo, Dingo chien jaune, couleur de poussière au soleil et qui a toujours faim. Il lui montra Kangourou et dit « Dingo, attention Dingo, vois-tu ce monsieur qui danse sur la dune? Il veut être populaire et couru. Dingo, je t'en charge. » Dingo sauta en l'air, Dingo chien jaune, et dit « Quoi? Ça? Ce chat de lapin ?» Dardar fila Dingo, Dingo chien jaune, qui a toujours faim, avec sa gueule en seau à charbon, sur les talons de Kangourou. Dardar fila le fier Kangourou sur ses 4 pattes comme un lapin. Et voilà, mieux aimé, la première moitié de l'histoire. Il fila par le désert, il fila par les montagnes, il fila par les salines, il fila par les grands joncs, il fila sous les spinifex, il fila sous les gommiers bleus, il fila si vite que les pattes de devant lui en cuisaient. Et fallait bien. Et toujours filait Dingo, Dingo chien jaune, qui a toujours faim et qui rit comme un piège à rat, sans perdre ni gagner, sur les talons de Kangourou. Et il fallait bien. Et toujours courait Kangourou, petit père Kangourou. Il courut par les arbres tis, il courut par la mulga, il courut sur l'herbe longue, il courut sur l'herbe courte, il courut par-dessus les tropiques du Capricorne et du Cancer, si vite que lui en cuisaient les pattes de derrière. Il fallait bien. Toujours suivait Dingo, Dingo chien jaune, qui avait de plus en plus faim, avec sa gueule en collier de bourrique, sans gagner ni perdre. Et ils arrivèrent à la rivière Wollongong. Or, il n'y avait ni pont ni bac, et Kangourou ne savait pas comment passer. Alors il se mit debout sur les pattes de derrière et sauta. Il fallait bien. Il sauta comme un kangourou. 1 mètre d'abord, puis 3, puis 5, tandis que ses pattes s'allongeaient et devenaient plus fortes. Il n'avait pas le temps de se reposer ni de boire, mais l'envie ne lui en manquait pas. Toujours suivait Dingo, Dingo chien jaune, qui ne comprenait pas du tout et qui avait très faim, tout en se demandant ce qui diable pouvait bien faire sauter petit père Kangourou de la sorte, car il sautait comme un criquet, comme un pois dans une poêle ou comme une balle neuve sur un plancher. Il fallait bien. Il troussa ses pattes de devant, il sauta sur ses pattes de derrière, il étendit sa queue toute droite en arrière pour former contrepoids, et il sauta par-dessus les dunes de Darling et les déserts d'Australie. Et il fallait bien. Toujours courait Dingo, chien vanné Dingo, qui avait de plus en plus faim et comprenait de moins en moins, et qui se demandait quand diable petit père Kangourou aurait l'idée de s'arrêter. Alors s'en vint Knong, sortant du bain dans le marais salant et disant « Il est 5 heures ». Sur son derrière s'assit Dingo, pauvre chien Dingo, qui a toujours faim, couleur de poussière au soleil, qui tire à la langue et fait « Ouh ». Sur son derrière s'assit Kangourou, petit père Kangourou, la queue toute droite sous lui, en escabeau à travers les vaches, et dit « Dieu merci, voilà qui est fini ». Alors, Ding Kong, qui est toujours bien élevé, il faut remercier Dingo chien jaune après tout ce qu'il a fait pour toi. Alors, dit Kangourou, père Kangourou, le très fatigué, il m'a chassé des lieux de mon enfance, il m'a bouleversé mes heures de repas, il m'a chahuté mon académie, et pour ce qui est de mes jambes, n'en parlons pas. Alors, Din Kong, peut-être je me trompe, mais ne m'as-tu pas demandé de te rendre différent de tous les autres animaux, de même que très couru? Et il est 5 heures. Oui, dit Kangourou, j'aurais mieux fait de me taire. Je croyais que vous opériez au moyen de charmes et d'incantations, mais ça, c'est une sale farce. Farce, dit Kong, du fond de son bain sous les gommiers bleus. Répète ça et je siffle Dingo. Cette fois, il ne te restera plus de jambes du tout.
Non, dit le kangourou, mettons que je n'ai rien dit. Il y a jambes et jambes, pas besoin d'en changer encore. Je vous remercie, si c'est pour moi. Non, je voulais simplement expliquer à votre seigneurie que je n'ai rien mangé depuis ce matin et je me sens fort à jeun. Oui, dit Dingo, Dingo chien jaune, je me trouve exactement dans le même état. C'est grâce à moi qu'il est différent de tous les autres animaux. Mais qu'est-ce que je pourrais bien prendre pour goûter ? Alors Nkwong dit du fond de son bain dans les marais salants « Venez me demander ça demain parce que je vais me laver. » De sorte qu'ils restèrent tous deux au milieu de l'Australie, Petit Père Kangourou et Dingo Chien Jaune, et chacun dit « C'est ta faute !» Le rhinocéros et sa peau. Or, il y avait une fois, dans une île déserte des bords de la mer Rouge, un Parsi, dont le bonnet reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Et ce Parsi vivait au bord de la mer Rouge sans rien de plus que son bonnet et son couteau et un fourneau de cuisine de l'espèce à laquelle il ne faut jamais toucher. Un jour, il prit de la farine, de l'eau, des raisins, du sucre et se confectionna un gâteau qui avait 2 pieds de large et 3 d'épaisseur. C'était positivement un comestible superlatif. Ça, c'est de la magie. Et il le mit dans le four parce qu'on lui permettait, à lui, de se servir de ce four et le fit cuire, jusqu'à ce qu'il fût à point et sentît bon. Mais au moment où il allait le manger, voici que descendit à la grève, sortant des déserts inhabités de l'intérieur, un rhinocéros avec une corne sur le nez, 2 petits yeux de cochon et peu de manières. En ce temps-là, la peau du rhinocéros lui allait tout juste et collait partout, et elle ne faisait pas de plis nulle part. Il ressemblait tout à fait à un rhinocéros d'Arche de Noé, mais en beaucoup plus gros, naturellement. Il n'avait déjà pas de manière, pas plus qu'il n'a de manière aujourd'hui, ni qu'il n'en aura jamais. Il dit « Quoi ?» Et le Parsi lâcha son gâteau et grimpa jusqu'en haut d'un palmier, vêtu seulement de son bonnet, d'où les rayons du soleil se reflétaient toujours avec une splendeur plus qu'orientale. Le rhinocéros renversa le four, et le gâteau roula sur le sable, et le rhinocéros l'empala sur la corne de son nez, et il le mangea. Puis s'en alla en remuant la queue et regagna les déserts désolés et totalement inhabités de l'intérieur qui touchent aux îles de Mazandera, Socotora et au promontoire de l'équinoxe majeur. Alors, le Parsi descendit de son palmier, remit le four sur pied et récita le sloka suivant. Toujours, il en cuit à l'imprudent qui chipe les biscuits par le Parsi cuit. Ce qui voulait en dire bien plus long que vous ne sauriez croire. Pourquoi ? Parce que, 5 semaines plus tard, il y eut une vague de chaleur dans la mer Rouge et tout le monde ôta tous les habits qu'il avait sur le dos. Le Parsi ôta son bonnet, le rhinocéros enleva sa peau et la jeta sur son épaule comme il descendait se baigner dans la mer. Dans ce temps-là, elle se boutonnait par-dessous au moyen de 3 boutons et ressemblait à un waterproof. Il ne fit aucune remarque au sujet du gâteau du Parsi parce qu'il l'avait tout mangé et que jamais il n'a eu de manière, ni n'en aura maintenant ou plus tard. Il se mit à barboter dans l'eau et à souffler des bulles par le nez. Il avait laissé sa peau sur le bord. Bientôt le Parsi arrive et trouve la peau et sourit d'un sourire qui lui fit 2 fois le tour de la figure. Puis il dansa 3 fois autour de la peau et se frotta les mains. Ensuite, il alla à son camp et emplit son bonnet de gâteau, car le Parsi ne mangeait jamais autre chose que du gâteau et ne balayait jamais son camp. Il prit la peau, il secoua la peau, il racla la peau,
et il incrusta de vieilles miettes sèches de gâteau qui grattent et de quelques raisins brûlés, tant et tant qu'il y eut moyen. Puis il remonta dans son palmier et attendit que le rhinocéros sortit de l'eau et remit sa peau, ce qu'il fit. Il boutonna les 3 boutons et ça le chatouilla comme des miettes dans un lit. Alors il voulut se gratter et ça devint pire. Alors il se coucha sur les sables et se roula, et chaque fois qu'il se roulait, les miettes le démangeaient 10 fois plus. Alors il courut au palmier et se frotta et se refrotta encore. Il frotta tant et si fort que sa peau fit un grand pli sur les épaules et un autre pli dessous, là où il y avait les boutons, mais les boutons avaient sauté à force d'être frottés, et il fit d'autres plis tout autour de ses pattes. Son humeur se gâta, mais c'était bien égal aux miettes. Elles restaient sous sa peau et le démangeaient très fort. De sorte qu'il rentra chez lui très en colère et se grattant tout du long. Et depuis ce jour, tous les rhinocéros ont la peau qui fait de grands plis et un mauvais caractère. Tout ça à cause des miettes qu'il y a dessous. Alors le Parsi descendit de son palmier, avec sur la tête son bonnet d'où les rayons du soleil se reflétaient avec une splendeur plus qu'orientale, emballa le fourneau et s'en alla dans la direction d'Orotavo, d'Amygdala, des hautes prairies d'Anantarivo et des marais de Sonaput. Le commencement des tatous. Tout au milieu des très anciens temps, ô ma mieux aimée, il y avait un hérisson tout piquant pointu, et il vivait sur les bords du turpi d'Amazone, mangeant des limaçons et autres. Il avait pour ami une tortue courteau de pataude, qui mangeait des laitues vertes et autres. Tout était donc à merveille, mieux aimé, pas vrai? Mais il y avait aussi, dans les mêmes très anciens temps, un jaguar moucheté qui vivait sur les bords du turpi d'Amazone, mangeant tout ce qu'il attrapait. Quand il n'y avait pas de cerfs ni de singes, il mangeait des grenouilles et des hannetons, et quand il n'y avait ni hannetons ni grenouilles, il allait trouver Madame Jaguar-mère, qui lui apprenait à manger du hérisson et de la tortue. Elle lui répéta plus d'une fois, en remuant gracieusement la queue, « Mon fils, quand tu trouves un hérisson, pousse-le jusqu'à l'eau et plonge-le dedans. Alors il se déroule. Pour une tortue, cela se retire en vidant la carapace d'un coup de patte, comme avec une cuillère. » Tout était donc à merveille, mieux aimé. Une belle nuit, sur les bords du turpi d'Amazone, Jaguar moucheté trouva hérisson piquant pointu et tortue courteau de pataude assis contre le tronc d'un arbre abattu. Il n'avait pas eu le temps de fuir, de sorte que piquant pointu se roula en boule parce que c'était un hérisson, et courteau de pataude rentra sa tête et ses pattes dans son écaille parce que c'était une tortue. Et comme ça, c'était à merveille, mieux aimé, pas vrai? À présent, un moment d'attention, dit Jaguar moucheté, parce que la question est très importante. Ma mère m'a dit que lorsqu'on trouve un hérisson, il fallait le pousser dans l'eau et alors il se déroule, et que lorsqu'on trouve une tortue, il faut vider sa carapace comme avec une cuillère. Or, lequel de vous est hérisson et lequel tortue? Du diable si je m'en doute.
Es-tu sûr de ce que ta maman t'a dit, répond Hérisson piquant pointu. Es-tu bien sûr? N'est-ce point que lorsque tu déroules une tortue, il te faut l'écailler dans l'eau avec une cuillère et que lorsque tu roules un hérisson, il faut le plonger dans sa coquille? Es-tu sûr de ce que ta maman t'a dit, répond Tortue Courteau de Pataude. Es-tu bien sûr? N'est-ce point que lorsque tu arroses un hérisson, il faut le rouler avec ta patte et que lorsque tu rencontres une tortue, il faut l'écailler jusqu'à ce qu'elle se déroule? Je ne crois pas que c'était ça du tout, dit Jaguar moucheté, quoiqu'il se sentît un peu embrouillé. Mais voulez-vous recommencer, s'il vous plaît, et pas si vite? Quand tu vides de l'eau avec ta patte, tu la déroules avec un hérisson, dit Piquant Pointu. Avant tout, rappelle-toi ça. Mais, dit la tortue, quand tu roules ta prise, tu la fais tomber dans une tortue avec une cuillère. C'est pourtant facile à comprendre. Vous me faites mal à mes tâches, dit Jaguar moucheté. En outre, je n'avais pas besoin de votre avis du tout. Je voulais seulement savoir lequel est hérisson et lequel tortue. Je ne te le dirai pas, dit Piquant Pointu, mais tu peux me retirer de ma coque si tu veux. Ha, dit Jaguar moucheté, maintenant je sais que tu es la tortue, tu vas voir. Là-dessus, Jaguar moucheté allongea sa patte pelote au moment où Piquant Pointu s'enroulait de nouveau, et comme de juste, Jaguar retira sa patte pelote toute criblée de piquant. Bien pis, il fit rouler Piquant Pointu dans les bois et dans la brousse, si bien qu'il le perdit, et pour le retrouver, il faisait trop noir. Alors Jaguar se mit à sucer sa patte pelote, et comme de juste, les piquants lui cuisaient encore plus. Aussitôt qu'il put parler, il dit... Je sais maintenant qu'il n'était pas tortue du tout, mais à ce moment il se gratte la tête avec la patte qui n'avait rien. Comment savoir si l'autre que voilà est tortue ou non? Mais je suis tortue, parfaitement, dit Courteau de Pataude. Ta mère avait raison. Elle t'a dit de vider mon écaille avec tes pattes comme avec une cuillère. Vas-y. Ce n'est pas ça que tu m'avais dit qu'elle avait dit tout à l'heure, dit Jaguar moucheté en suçant sa patte pelote afin de retirer les piquants. Tu m'as dit qu'elle avait dit tout à fait autre chose. Eh bien, une supposition que tu dises que j'ai dit qu'elle aurait dit tout à fait autre chose, je ne vois pas quelle différence ça fait. Parce que si elle a dit ce que tu dis que j'ai dit qu'elle avait dit, c'est la même chose que si je te disais ce que j'ai dit qu'elle avait dit. D'un autre côté, si tu crois qu'elle a dit que tu devais me dérouler avec une cuillère au lieu de me pétrir en chair à pâté avec tes pattes dans mon écaille, qu'y puis-je faire? Mais tu viens de dire que tu voulais être retiré de ton écaille avec mes pattes, dit Jaguar moucheté. Si tu veux te donner la peine de réfléchir, tu verras que je n'ai rien dit de pareil. J'ai dit que ta mère avait dit qu'il te fallait me sortir de mon écaille comme avec une cuillère, dit Courteau de Pataude. Qu'est-ce qui arrivera si j'essaie, dit Jaguar en reniflant, et qui se méfiait? Je n'en sais rien. On ne m'a jamais sorti de mon écaille encore, mais ce que je sais, c'est que si tu veux me voir nager, tu n'as qu'à me laisser tomber à l'eau. J'en crois pas un mot, dit Jaguar moucheté. Tu as embrouillé tout ce que ma mère m'avait dit, au point que je ne sais plus si je marche sur la tête ou sur la pointe de ma queue mouchetée. Maintenant, voici que tu me racontes quelque chose qu'on peut comprendre, et ça me barbouille encore plus qu'avant. Ma mère m'a dit qu'il fallait jeter à l'eau l'un de vous deux, et comme tu as l'air de tenir à ce qu'on te jette à l'eau, je pense que tu n'as pas envie qu'on t'y jette. Saute donc dans le turpide Amazon et dépêche-toi. Je t'en préviens, ta maman ne sera pas contente. Ne lui dis pas ce que je ne t'ai pas dit, surtout, dit Courteau de Pataude. Si tu dis un autre mot de ce que ma mère m'a dit, répondit le Jaguar. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Courteau de Pataude plongea sans bruit dans le turpide Amazone, nagea longtemps entre deux eaux et vint sortir sur la berge où Piquant Pointu l'attendait. Nous l'avons échappé belle, dit Piquant Pointu. Je n'aime pas Jaguar moucheté. Que lui as-tu dit que tu étais? Je lui ai dit véridiquement que j'étais une vraie tortue, mais il n'a pas voulu le croire et il m'a fait sauter à l'eau pour voir si je l'étais. Et comme je le suis, il est étonné. Il est allé le dire à sa mère, écoute-le. Ils entendaient Jaguar moucheté rugir parmi les arbres et la brousse du haut en bas du turpide d'Amazone, si bien que sa mère arriva. Fils, fils, dit sa mère à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce, qu'as-tu donc fait que tu n'aurais pas dû? J'ai tâché de sortir quelque chose qui m'a demandé à être sorti de son écaille avec ma patte, et ma patte est pleine de piquant, dit Jaguar moucheté. Fils, fils, dit sa mère à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce, au piquant que je vois dans ta patte pelote, je pense que c'était un hérisson.
Il fallait le laisser tomber dans l'eau. C'est ce que j'ai fait, à l'autre saleté. Il m'a dit qu'il était une tortue et je ne l'ai pas cru, et c'était la vérité. Et il a plongé dans le turpi d'Amazone, et il ne remontera plus, et je n'ai rien mangé. Et nous ferions mieux de nous installer ailleurs. Ils sont trop malins sur le turpi d'Amazone pour pauvre de moi. Fils, fils, dit sa mère à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce, écoute-moi et rappelle-toi ce que je te dis. Un hérisson, cela se roule en boule, et ses piquants se hérissent de tous côtés à la fois. C'est à cela qu'on reconnaît le hérisson. Une tortue ne peut pas se mettre en boule. Elle se contente de rentrer la tête et les pattes dans son écaille. C'est à cela qu'on reconnaît une tortue. Cette vieille dame me déplaît, dit Courtauld de Pattaude de la tortue. Jaguar Moucheté lui-même est capable de se rappeler ça. Dommage que tu ne saches pas nager, Piquant Pointu. Oh, moi, dit Piquant Pointu, mais pense comme ce serait commode si tu pouvais te mettre en boule. Quel pétrin. Écoute, Jaguar Moucheté. Jaguar Moucheté, assis au bord du turpi d'Amazone, retirait en les suçant ses piquants des pattes et se redisait « Pas rouler, nager, oui. Courtauld Pattaude, c'est lui. Pas nager, rouler, oui. Piquant Pointu, c'est lui. » Sûr qu'il n'oubliera plus à présent, dit Piquant Pointu. Tiens-moi le menton, Courtauld de Pattaude. Je vais tâcher d'apprendre à nager, ça peut servir. Excellente idée, dit Courtauld de Pattaude. Et elle lui tint le menton, tandis que Piquant Pointu gigotait dans les eaux du turpi d'Amazone. Tu t'y mettras, dit Courtauld de Pattaude. Maintenant, si tu pouvais me délasser un peu mon corset dans le dos, je verrais ce qu'on peut faire pour se mettre en boule. Ça peut servir. Piquant Pointu aida la tortue à se délasser, tant qu'à force de tortiller et de forcer, Courtauld de Pattaude arriva à se plier un tout petit brin. Puis Piquant Pointu plongea, Courtauld de Pattaude plongeant avec lui. Bravo, dit Courtauld de Pattaude. En faisant un tantinet plus attention à retenir ton souffle, tu arriveras à pouvoir te mettre en ménage au fond du turpi d'Amazone. Je vais maintenant passer au numéro où il s'agit de s'entortiller les pattes de derrière autour des oreilles, position dont tu vantes le confortable. Oh, le nez de Jaguar Moucheté. Bravo, dit Piquant Pointu. Mais je crois que ça force tes plaques dans le dos. Elles montent les unes sur les autres à présent au lieu de rester à plat. Oh, ça vient de l'exercice, dit Courtauld de Pattaude. Je remarque que tes piquants à toi ont l'air de se fondre et se coller, et tu ressembles plus à un ananas qu'à un marron d'Inde comme avant. Vraiment, dit Piquant Pointu. C'est à force de se baigner. Oh, le nez de Jaguar Moucheté. Ils continuèrent à s'exercer, chacun aidant l'autre, jusqu'au matin. Et le soleil levé, ils se reposèrent tout en se séchant. Ils s'aperçurent alors très différents de ce qu'ils étaient auparavant. Piquant Pointu, dit Tortue après déjeuner, je ne suis plus ce que j'étais hier, mais il me reste, je crois, de quoi distraire encore Jaguar Moucheté. C'est à ça que je pensais, dit Piquant Pointu. Je trouve des écailles bien supérieures à des piquants, sans compter l'avantage de savoir nager. Non, mais le nez de Jaguar Moucheté, allons le trouver. Ils se mirent en quête de Jaguar Moucheté, qu'ils trouvèrent encore en train de dorloter sa patte pelote. Il fut si étonné qu'il tomba 3 fois de suite à la renverse par-dessus sa queue mouchetée. « Bonjour, dit Piquant Pointu. Et comment se porte ta gracieuse mère ce matin ?»« Très bien, je vous remercie, dit Jaguar Moucheté, mais il faut m'excuser si je ne vous remets pas tout de suite. »« Ça, ce n'est pas gentil, dit Piquant Pointu, de la part de quelqu'un qui, hier encore, a essayé de m'ôter de mon écaille avec sa patte comme avec une cuillère. »« Mais tu n'as fait pas d'écaille. C'était tout piquant, dit Jaguar Moucheté. Je le sais, il n'y a qu'à regarder ma patte. » « Tu m'as dit de plonger dans le turpi d'Amazone et de m'y noyer, dit Courtauld de Pattaude. Pourquoi être si impoli et si oublieux aujourd'hui ? Ne te rappelles-tu pas les paroles de ta mère, dit Piquant Pointu. Pas rouler, nager, oui. Piquant Pointu, c'est lui. Pas nager, rouler, oui. Courtauld de Pattaude, c'est lui. Alors ils se mirent en boule tous les deux et roulèrent en rond tout autour de Jaguar Moucheté, tant que les yeux lui sortaient de la tête. Alors il alla chercher sa mère. « Mère, dit-il, il y a 2 nouveaux animaux dans le bois aujourd'hui. Et celui dont tu m'as dit qu'il ne savait pas nager, nage, et celui dont tu m'as dit qu'il ne pouvait pas se mettre en boule, se met en boule. Tous 2 sont en écaille au lieu d'un tout lisse et l'autre tout piquant, et en plus de cela, ils sont à rouler autour de moi en cercle sans s'arrêter, et ça me fait mal au cœur. »« Fils, fils, dit Madame Jaguar, mère, à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce, un hérisson est un hérisson. Et une tortue, rien d'autre. Mais ce n'est pas un hérisson et ce n'est pas une tortue. C'est un peu de chaque, et je ne sais pas comment ça s'appelle.
Oh, quelle plaisanterie, dit Madame Jaguar, mais tout a un nom. À ta place, j'appellerais ça un tatou, jusqu'à ce que j'aie trouvé le vrai mot, et je le laisserai tranquille. Jaguar moucheté fit comme on lui disait, surtout pour ce qui est de les laisser tranquilles. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que depuis ce jour-là, ô mieux aimé, personne, sur les bords du Turpi d'Amazone, n'a jamais appelé Piquant Pointu et Courteau de Pataude autrement que Tatou. Il y a des hérissons ailleurs et des tortues aussi, bien sûr, dans mon jardin, par exemple. Mais la vraie ancienne espèce, dont les écailles débordent les unes sur les autres comme des pommes de pin, et qui vivait sur les bords du Turpi d'Amazone dans les très anciens temps, on les a toujours appelés tatous parce qu'ils étaient si malins. Et voilà, mieux aimés, tout est bien comme ça, pas vrai ?